Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Or s'il arrive qu'une chose soit différente ou d'elle-même ou d'une autre, elle sera dissemblable ou à elle-même ou à une autre, puisque ce qui a un caractère identique est semblable. Aristote. C'est juste. Parménide. Or l'un, à ce qu'il semble, n'étant en aucune manière différent, n'est en aucune manière dissemblable, soit à lui-même, soit à autre chose. Il ne l'est pas assurément. Ainsi donc, l'un ne saurait être ni semblable, ni dissemblable à un autre, ni à lui-même. Cela paraît évident. Étant tel, il ne sera ni égal ni inégal, ni à lui-même, ni à un autre. Comment ? Égal, il aura les mêmes mesures que la chose à laquelle il est égal. Oui. Plus grand ou plus petit que les choses auxquelles il est commensurable, il aura plus de mesures que les plus petites, moins que les plus grandes. Oui. Quant aux choses auxquelles il n'est pas commensurable, il sera de mesure plus petite que les unes, plus grande que les autres. Cela va de soi. Mais n'est-ce pas une chose impossible que ce qui n'a point de part au même ait les mêmes mesures qu'autre chose, ou quoi que ce soit de même ? C'est impossible. Il ne saurait donc être égal ni à lui-même ni à un autre, s'il n'a pas les mêmes mesures. Il est évident que non. Mais s'il a plus ou moins de mesures, autant il aura de mesures, autant il aura de parties. Et par là encore, il cessera d'être un et sera autant de choses qu'il aura de mesures. C'est juste. N'eût-il qu'une seule mesure, il deviendrait égal à la mesure. Or, il nous a paru impossible qu'il soit égal à quoi que ce soit. C'est ce qui nous a paru en effet. Ainsi donc, n'ayant part ni à une seule mesure, ni à beaucoup, ni à peu, et ne participant en rien au même, il ne sera jamais égal à lui-même, à ce qu'il semble, ni à un autre, et ne sera non plus jamais plus grand ni plus petit que lui-même ou qu'un autre. C'est absolument exact. Maintenant, crois-tu que l'un puisse être et plus vieux ou plus jeune ou de même âge ? Et pourquoi pas ? Parce que, s'il a le même âge que lui-même ou qu'un autre, il participera de l'égalité et de la ressemblance sous le rapport du temps. Or nous avons dit que l'un est exclu de cette participation, soit à la ressemblance, soit à l'égalité. Nous l'avons dit en effet. Et qu'il ne participe pas non plus de la dissemblance et de l'inégalité, nous l'avons dit aussi, parfaitement. Dans ces conditions, comment donc pourrait-il être plus vieux ou plus jeune, ou du même âge que quoi que ce soit ? Il ne le peut en aucune façon. Donc, l'un ne saurait être plus vieux, ni plus jeune, ni du même âge que lui-même et qu'un autre. Évidemment, non. Mais si telle est sa nature, il est même absolument impossible que l'un soit dans le temps, ou bien n'est-ce pas une nécessité, si une chose est dans le temps, qu'elle devienne toujours plus vieille qu'elle-même ? C'est une nécessité. Et ce qui est plus vieux n'est-il pas toujours plus vieux que quelque chose de plus jeune ? Sans doute. Ce qui devient plus vieux que soi-même devient donc aussi du même coup plus jeune que soi, s'il doit avoir quelque chose qui le dépasse en âge. Que veux-tu dire ? Voici, une chose différente d'une autre n'a pas à devenir différente de ce qui est déjà différent d'elle. Elle doit être différente actuellement de ce qui est déjà différent. Elle doit être devenue différente de ce qui est déjà devenu tel. Elle aura à être différente de ce qui sera tel. Mais de ce qui devient différent, elle ne peut ni être devenue, ni avoir à devenir, ni être encore différente. Elle devient différente et c'est tout. C'est forcé. Or, plus vieux est une différence par rapport à plus jeune et à rien d'autre, en effet. Ainsi donc, ce qui devient plus vieux que soi devient nécessairement en même temps plus jeune que soi. Il semble. Mais il ne peut devenir ni plus longtemps ni moins longtemps que soi. C'est cependant le même temps que lui-même qu'il devient, qu'il est devenu, qu'il deviendra. Ce sont là encore des conséquences forcées. Il est donc forcé, semble-t-il, que tout ce qui est dans le temps et ce qui en participe ait toujours le même âge que soi et devienne en même temps plus vieux et plus jeune que soi. Il se peut. Mais l'un, nous l'avons vu, n'a rien à faire avec les états de ce genre. Rien, en effet. Il n'a donc rien à faire avec le temps et il n'est point dans un temps.
Non, sûrement, du moins d'après ce que démontre l'argumentation. Mais dis-moi, ces mots était et est devenu, devenait, ne semble-t-il pas signifier une participation à un temps passé? Assurément si. Et ceci sera, deviendra, sera devenu une participation au temps qui vient, à l'avenir? Si. Et ceci est, devient une participation au temps présent? Certainement. Si donc l'un ne participe en aucune façon d'aucun temps, il n'est jamais devenu, il ne devenait pas, il ne fut jamais dans le passé, il n'est point devenu, il ne devient point, il n'est point dans le présent, il ne deviendra pas, il ne sera pas devenu, il ne sera pas dans l'avenir. C'est la vérité même. Or est-il possible de participer à l'être autrement qu'en quelqu'une de ces manières? Ce n'est pas possible. Donc l'un ne participe à l'être en aucune manière. Il semble que non. L'un n'est donc en aucune façon. Il paraît que non. Il n'a donc même pas assez d'être pour être un, car alors il serait et il participerait à l'être. Il apparaît au contraire que l'un n'est pas un et qu'il n'est pas, s'il faut s'en rapporter à notre raisonnement. Il y a des chances qu'il ne soit pas. Mais ce qui n'est point peut-il avoir, alors qu'il n'est point, quelque chose qui soit à lui ou de lui? Comment le pourrait-il? Il n'y a donc même pas de nom pour les désigner, et l'on ne peut ni le définir, ni le connaître, ni le sentir, ni le juger. Évidemment non. Il n'est donc ni nommé, ni exprimé, ni jugé, ni connu, et aucun être n'en a la sensation. Il paraît que non. Est-il donc possible qu'il en soit ainsi de l'un? Je ne le crois pas pour ma part. Veux-tu maintenant que nous revenions en arrière et reprenions l'hypothèse à son début, pour voir si un nouvel examen nous donnera d'autres résultats? Oui, certes, je le veux. Si donc l'un existe, disions-nous, quelles que soient les conséquences de son existence, il faut les admettre, n'est-ce pas? Oui. Je recommence donc. Prête-moi ton attention. Si l'un est, se peut-il qu'il soit sans participer à l'être? Non, c'est impossible. L'être de l'un existe donc sans être identique à l'un, autrement cet être ne serait pas celui de l'un, et l'un ne participerait point de cet être, et il reviendrait au même de dire l'un est ou l'un est un. Or, notre hypothèse actuelle n'est pas si l'un est un, qu'en doit-il résulter, mais si l'un est. C'est bien cela, n'est-ce pas? Parfaitement. Donc le est signifie pour nous autre chose que l'un, nécessairement. Ainsi, quand nous employons cette formule concise, l'un est, n'est-ce pas comme si nous disions que l'un participe de l'être? Absolument. Revenons donc à la question. Si l'un est, qu'en résultera-t-il? Examine donc si notre hypothèse ne signifie pas nécessairement que l'un étant ce qu'il est, doit avoir des parties. Comment cela? Voici, si il est se dit de l'un qui est, et un de l'être un, et si l'être et l'un ne sont pas la même chose, mais appartiennent également à cette chose que nous avons supposée, je veux dire l'un qui est, ne suit-il pas nécessairement que l'un qui est un tout, et que l'un et l'être sont les parties? Nécessairement. Mais chacune de ces parties, l'appellerons-nous simplement partie, ou bien faut-il dire que la partie est partie du tout? Partie du tout. Alors, ce qui est un tout et a des parties? Certainement. Mais quoi? Ces deux parties de l'un qui est, l'un et l'être, se séparent-elles l'une de l'autre, l'un de la partie être et l'être de la partie un? Non, elles ne sont pas séparables. Ainsi, chacune des deux parties contient encore l'un et l'être, et la plus petite partie est aussi composée de deux parties. Et en vertu du même raisonnement indéfiniment poursuivi, toute partie qui se forme contient toujours ces deux parties. L'un contient toujours l'être, et l'être toujours l'un, et il s'ensuit nécessairement que chacun est toujours deux, jamais un. Parfaitement. Ainsi l'un qui sera donc une pluralité infinie. Il semble. Considère encore la question de ce biais. De quel biais? Nous disons que l'un participe de l'être, ce qui fait qu'il est. Oui.
C'est précisément pour cela que l'un qui est nous est apparu multiple. C'est exact. Mais l'un lui-même, que nous disions participer de l'être, si nous le considérons par la pensée seule et en lui-même séparément de cet être dont il participe, nous apparaîtra-t-il comme simplement un, ou ce même un nous apparaîtra-t-il comme multiple? Comme un, du moins, à mon avis.